Une fois que vous mettez cela en œuvre et que vous le présentez comme une solution hyper nationaliste au conflit, vous êtes alors obligé de faire quelque chose d'encore plus grand cette fois-ci. Il existe donc une pression publique énorme, menée par l'élite indienne intellectuellement en faillite, pour qu'il se passe maintenant quelque chose d'encore plus important. Et c'est tellement grotesque que ce n'est pas seulement les médias d'extrême droite, mais aussi les médias de centre-gauche, même les médias alternatifs de centre-gauche, même des personnes qui autrement seraient des critiques du nationalisme hindou, ils montent tous dans ce train. Diplomates, officiers militaires à la retraite intransigeants, journalistes de droite, centristes. Ce sont eux les porte-paroles, et ils construisent ce récit. Et bien sûr, il y a une pression interne massive sur le gouvernement nationaliste hindou, parce que leur électorat est hyper nationaliste. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui je parle avec Jyotishman Mudiyar, l'animateur de la très populaire chaîne YouTube India and Global Left. Jyotishman y produit d'excellents contenus depuis de nombreuses années déjà, donc je vous recommande vivement d'aller y jeter un œil juste après cette vidéo. Par exemple, il a récemment réalisé une interview avec John Mearsheimer qui m'a beaucoup éclairé sur la façon dont M. Mearsheimer voit les choses. Et je te remercie pour cela. Je suis très heureux de te retrouver également dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous savez, vous avez rencontré beaucoup de monde, et en particulier cette vidéo de Mearsheimer a été fantastique pour moi. Nous en parlerons dans un instant, mais j'aimerais commencer parce que vous êtes originaire d'Inde, même si vous étudiez actuellement. Je suis indien. Je détiens la citoyenneté indienne. Désolé, pas à l'origine. Oui, vous détenez la citoyenneté indienne, même si virtuellement. Je n'ai jamais eu d'autre nationalité. Oui, désolé, je me suis mal exprimé. Mais je voudrais vous poser une question sur l'Inde et le Pakistan. Pourriez-vous nous dire ce qui se passe en ce moment et ce qui se joue entre ces deux pays? La tragédie, c'est que nous ne savons pas. Et la raison pour laquelle nous ne savons pas, c'est que si l'on regarde les médias des deux côtés de la frontière, du côté pakistanais et du côté indien, on obtient deux versions totalement différentes qui ne se rejoignent jamais. Cela me rappelle Apologie pour l'histoire de Marc Bloch, où il dit que pendant les temps de guerre, il ne faut rien croire de ce que disent les médias. Donc, si l'on regarde les médias indiens, l'histoire est la suivante. À Pahalgam, dans la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde, il y a eu une attaque terroriste qui a fait 26 morts, principalement des touristes et des hindous, comme il s'est avéré. Et selon ce récit, l'attaque aurait été orchestrée à la demande de l'establishment pakistanais. Voilà la version indienne. Elle visait en particulier les hindous. Il y a eu des rapports selon lesquels, au départ, Resistance Front, un groupe militant ou terroriste. À vous de choisir, selon votre point de vue. Ils en avaient assumé la responsabilité. Mais plus tard, il a été dit qu'ils s'étaient rétractés. Et maintenant, personne ne veut en assumer la responsabilité. Mais la version indienne est que l'attentat a été commis par ces opérateurs terroristes qui opèrent depuis le Pakistan et que l'établissement pakistanais est directement impliqué en collaboration avec eux. Voilà la version indienne. Maintenant, si l'on regarde les médias pakistanais, c'est complètement l'inverse. Le Pakistan affirme que le gouvernement indien n'a pu présenter aucune preuve, non seulement de leur implication qu'il qualifie de ridicule, mais même que l'attentat ait été commis par une organisation opérant depuis le Pakistan. En fait, ils vont jusqu'à dire qu'il s'agit très probablement d'une opération sous fausse bannière indienne, réalisée parce que des élections approchent en Inde.
done because there are elections coming in India. And they have been now insisting that Et ils insistent désormais pour qu'une commission d'enquête soit mise en place sous direction internationale. Je veux dire, vous pouvez décider de qui il s'agirait. Cela devrait être la voie à suivre. Et il ne devrait pas y avoir d'escalade, ni que les deux pays nucléaires se fassent la guerre à cause de cela. Malheureusement, même les libéraux et la gauche modérée, les soi-disant médias progressistes, ont sauté dans ce train en marche qui affirme qu'il n'y a pas d'autre issue que de donner une leçon à l'establishment pakistanais, ce qui signifie littéralement aller à la guerre. Pakistani establishment, which meant just literally going into war. And there are now talks about going out of the Indus. Et il est question de se retirer du traité des eaux de l'Indus, qui a été signé en 1960. Il s'agit d'un traité de partage des eaux fluviales, qui a été extrêmement crucial et vital pour les États situés en aval au Pakistan. Et le gouvernement indien parle maintenant de revenir sur cet accord. Je pense que le point essentiel à comprendre ici, c'est que cela se produit sur fond de double standard total parmi les élites des deux côtés. Si l'on regarde du côté indien, dans la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde, il existe une littérature très abondante sur la répression massive par des mesures extrajudiciaires, des disparitions forcées, des démolitions de maisons lors d'opérations antiterroristes, et ainsi de suite, ce qui a signifié une répression brutale des aspirations des Cachemiris dans cette partie du Cachemire. Ce que font les élites pakistanaises, ce qui inclut les médias, l'intelligentsia, les services de renseignement pakistanais, le gouvernement, l'armée, etc., c'est considérer cela comme faisant partie d'une résistance pour la liberté et la libération du Cachemire, ce qui, on peut le dire, est un argument discutable et raisonnable. Le problème, cependant, c'est que lorsqu'il s'agit du Baloutchistan et de la région des Fatah, les zones tribales administrées fédéralement au Pakistan, ils rencontrent les mêmes problèmes. Ce sont des régions à majorité pachtoune, et elles nourrissent des aspirations similaires à la sécession du Pakistan. Et ces mouvements nationalistes y sont considérés par l'État pakistanais comme des groupes terroristes. Ainsi, l'armée de libération du Baloutchistan, l'armée nationale du Baloutchistan ou le Tehrik-i-Taliban Pakistan sont qualifiés de groupes terroristes. On peut soutenir qu'ils peuvent être définis comme tels parce qu'ils recourent constamment à des méthodes terroristes. Du côté indien, y compris parmi les membres de l'appareil de sécurité nationale, certains affirment qu'il faudrait agir dans ces régions, les libérer, les détacher du Pakistan. Il existe donc un énorme deux poids, deux mesures parmi les élites des deux camps, lorsqu'il s'agit de leur propre territoire, où ils devraient réduire la répression et laisser ces régions à leurs habitants. Ils suivent complètement la ligne nationaliste. Et ils disent que c'est l'autre camp qui ne fait qu'attiser la terreur ici, ce qui est peut-être vrai ou non. Nous n'en savons rien du tout. Je veux dire, il y a des preuves des deux côtés. Nous ne savons pas. Mais ce qui est certain, c'est que ces régions ont été réprimées. Il y a eu plusieurs formes de répression, et il existe une littérature très abondante sur le sujet. Et je pense que c'est ce contexte qui définit plus ou moins la tension entre l'Inde et le Pakistan. Ainsi, ce qui est vrai et ce qui est faux est devenu une question de conjecture. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, d'une certaine manière. Je veux dire, nous connaissons les aspects répressifs. Nous connaissons les faits. Mais en gros, nous ne savons pas grand-chose sur l'implication de chacun. Et c'est là où nous en sommes. La seule chose certaine, c'est que nous avons eu cette attaque terroriste, que des personnes sont mortes et que les deux camps se rejettent la faute. Voyez-vous un espoir que les Nations Unies ou des acteurs extérieurs tentent d'apaiser ces animosités et mènent réellement l'enquête qui s'impose désormais?
Oui, avant cela, je dois également dire qu'il est tout à fait vrai que l'attentat terroriste a tué 26 personnes à Balgam. Mais il est aussi vrai que le Pakistan fait face à de nombreux attentats terroristes. En fait, le Pakistan est classé deuxième en termes d'attentats terroristes par IEP, qui fournit l'indice mondial du terrorisme. Et en 2024, il y a eu environ 1100 attentats terroristes au Pakistan. La moitié d'entre eux ont été perpétrés par le Tehrik-i-Taliban Pakistan, un groupe pashtun distinct des talibans afghans, mais ayant des liens très étroits avec eux. Ils ont leurs propres aspirations à libérer les zones pashtunes du Pakistan. Et l'État indien est accusé d'attiser les troubles là-bas. Ce que je veux ajouter, c'est que nous ne devrions pas avoir cette réaction excessive à propos d'une attaque terroriste extrêmement odieuse, car il y a aussi de nombreuses autres attaques terroristes de l'autre côté. Je ne dis pas que l'establishment indien est forcément impliqué, mais il y a plusieurs éléments de preuve présentés par la partie pakistanaise concernant son implication. Donc, l'idée est qu'ils devraient se retirer. Les agences de renseignement et l'armée des deux côtés devraient se retirer, se désengager de ces zones, laisser l'autonomie s'épanouir, puis dialoguer entre elles. Et cela rejoint votre question. Toute entité extérieure, qu'il s'agisse des Nations Unies, d'autres pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite ou de n'importe quel autre pays, ne peut être efficace que si les deux parties sont prêtes à se parler. Cela n'est possible que si les deux parties disent « Écoutez, cette stratégie a échoué. Nous l'appliquons depuis plus de 75 ans. Depuis la partition tragique de 1947, lorsque les Britanniques ont été chassés du sous-continent indien. Nous avons essayé cela pendant de nombreuses décennies. Cela n'a pas fonctionné. Ce n'est pas dans l'intérêt des populations des deux côtés de la frontière. Retirons-nous simplement de cette situation. Si tel est le cas, alors ces négociations peuvent aboutir. Le traité sur les eaux de l'Indus, négocié par la Banque mondiale, ne fonctionne que si les deux pays décident de le respecter. À l'heure actuelle, bien sûr, l'Inde n'a pas la capacité technologique de détourner beaucoup d'eau, mais elle affirme qu'elle pourrait la développer rapidement, et cela constituerait une catastrophe humanitaire et écologique. Je veux dire, Noam Chomsky a passé beaucoup de temps vers la fin de sa vie à nous mettre en garde contre deux choses. L'une est le nucléaire, l'autre est l'écologie et l'environnement. Et ce point de tension réunit les deux. L'Inde et le Pakistan sont deux États lourdement armés et dotés de l'arme nucléaire, et la situation peut rapidement devenir incontrôlable. Nous avons une vaste littérature sur la crise des missiles de Cuba, et ce n'est que par miracle que nous y avons survécu. Voilà pour un aspect du problème. L'autre aspect, c'est que la ceinture himalayenne est extrêmement sensible sur le plan écologique. Il y a de multiples inondations, de multiples sécheresses, et le réchauffement climatique rend ces cycles encore plus imprévisibles. Et si l'on construit d'énormes barrages là-bas pour détourner l'eau, cela aura un impact considérable, non seulement en provoquant des sécheresses dans les zones en aval, mais aussi en amont. Donc, pour répondre brièvement à votre question, toute négociation est la bienvenue et une implication d'un tiers est possible, à condition que l'Inde et le Pakistan souhaitent toutes deux y participer. Sur ce point, je pense qu'à ce moment de l'histoire, c'est la partie indienne qui semble ne pas vouloir dialoguer, tandis que la partie pakistanaise envoie sans cesse des signaux indiquant sa volonté de discuter. Pourquoi la frontière entre le Pakistan et l'Inde semble-t-elle, du moins à mes yeux, d'après ce que j'entends, et je n'entends pas tout, mais ce qui me parvient, c'est que la frontière indo-pakistanaise est extrêmement violente et instable. L'Inde a aussi des différends frontaliers avec la Chine, qui posent également problème, mais ils semblent moins violents, du moins d'après ce que j'observe. Pourquoi cette différence?
least from what I see. Why that difference? Yeah, first of all, these are different Oui, tout d'abord, il s'agit d'histoires India and différentes. Pakistan. La partition entre l'Inde et le Pakistan a été l'un des moments les plus violents de l'histoire mondiale. 1 million de personnes ont été massacrées de part et d'autre et 10 millions de personnes ont été déplacées. Cela a conduit à la partition du Pendjab, qui est partagé entre l'Inde et le Pakistan et est devenu deux moitiés. Mais le Cachemire est devenu un territoire fortement disputé et a de nouveau été divisé entre l'Inde et le Pakistan, sans qu'aucune solution définitive n'ait été trouvée. Ainsi, la moitié nord-ouest, parfois appelée Azad Cachemire ou Cachemire occupé par le Pakistan, et l'autre moitié, également appelée Cachemire occupé par l'Inde, ou comme les Indiens préfèrent l'appeler simplement Cachemire, ont été séparés par une ligne de contrôle fortement militarisée. Je veux dire, on estime qu'environ 1 million de soldats gardent cette ligne de contrôle dans la région voisine, et elle est tout aussi militarisée de l'autre côté. Je n'ai pas le chiffre exact pour l'autre côté, mais c'est la zone la plus militarisée au monde. Il y a eu des guerres répétées, la Grande Guerre de 1948, une autre en 1965, une autre en 1971 et la guerre de 1999, avec de multiples incidents entre-temps. Donc cela reste une frontière très lourdement armée. L'histoire de la frontière entre l'Inde et la Chine est complètement différente. La Chine n'a jamais été au centre du nationalisme indien et l'Inde n'a jamais été au centre du nationalisme chinois. C'est simplement que les Britanniques avaient un immense empire dans le sous-continent et qu'ils entretenaient une relation inégale avec le Tibet. Et lorsque l'empire s'est effondré, l'État indien a hérité de ces frontières vaguement définies que l'empire britannique avait unilatéralement tracées comme étant les siennes. Bien sûr, la Chine conteste certains de ces territoires, et c'est une longue frontière. Elle fait 4000 kilomètres. Donc, il ne s'agit pas d'une guerre. Il s'agit de résoudre une question frontalière qui existe parce qu'il y a eu un empire qui s'est effondré et qu'il faut maintenant des ajustements et une acceptation des deux côtés. Je pense donc que c'est une histoire différente. Le Mathos Font, l'Inde et le Pakistan faisaient partie de la même histoire qui s'est brisée à jamais avec d'énormes massacres. Et vous savez, ce n'est pas la Chine. La Chine et l'Inde étaient séparées dès le début. Il faut donc voir cela davantage comme un conflit frontalier, alors que l'Inde et le Pakistan, c'est bien plus idéologique. Il y a une histoire plus profonde. Voilà l'histoire. Thank you for that clarification. Merci pour cette clarification. Comment percevez-vous le gouvernement Modi actuel et les élites dirigeantes au Pakistan? Quelles sont leurs motivations politiques pour s'impliquer dans le conflit tel qu'il se présente aujourd'hui? To engage with the conflict as it stands today? Il y a aussi des partisans de la ligne dure au Pakistan, et leurs institutions se comportent différemment. Si l'on regarde l'armée, elle doit bien sûr adopter une position ferme, car elle ne peut pas apparaître comme une institution faible. C'est précisément ce qui justifie son existence. Mais dans l'ensemble, au sein de l'establishment politique, jusqu'au Premier ministre Shehbaz Sharif et aux grands médias comme Dawn, les journalistes pakistanais et d'autres, généralement très respectés, se sont montrés très clairs sur la nécessité de faire preuve de retenue. Et je pense que c'est très logique, car le Pakistan ne peut pas se permettre d'entrer en guerre avec l'Inde en ce moment. Leur économie est dans un état catastrophique, et l'Inde est une puissance bien plus importante. Et donc, c'est juste, vous savez, même si l'on se base sur ou le réalisme ou l'intérêt personnel, c'est un argument très logique. Mais oui, au sein de l'establishment médiatique élitiste, il y a une voix beaucoup plus forte en faveur de la retenue du côté pakistanais. Mais si l'on parle des réseaux sociaux, si l'on parle de la politique à un niveau beaucoup plus bas, des groupes religieux, alors bien sûr il existe toutes sortes de variantes.
Du côté indien, l'histoire est que le gouvernement Modi représente les nationalistes hindous, et donc ils ne peuvent même pas apparaître comme un parti modéré, étant donné qu'il y a eu la mort de 26 touristes. Ils sont donc liés par leur propre politique. Ils ne peuvent tout simplement pas reculer. Et il y a eu cette série d'événements. Il y a eu cette attaque encore en 2019 à Pathankot, et l'Inde a décidé de franchir la frontière. Et, vous savez, apparemment, ils ont éliminé des établissements terroristes de l'autre côté de la frontière. Enfin, c'était l'histoire. Les médias pakistanais disent que ce n'est pas vrai, qu'ils ont simplement largué des bombes sur les montagnes et les forêts, mais bien sûr, nous ne connaissons pas la vérité. Mais le fait est que, une fois que vous faites cela, et que vous le présentez comme une solution hyper nationaliste au conflit, alors vous êtes obligé de faire quelque chose d'encore plus grand cette fois-ci. Il y a donc une énorme pression publique menée par l'élite indienne intellectuellement en faillite pour qu'il y ait maintenant quelque chose d'encore plus important. Et c'est tellement grotesque que ce ne sont pas seulement les médias d'extrême droite, mais même les médias de centre-gauche, même les médias alternatifs de centre-gauche, même des personnes qui autrement seraient des critiques du nationalisme hindou. Ils montent tous dans ce train, diplomates, officiers militaires à la retraite, opposition dure, journalistes, de droite, centristes. Ce sont eux les porte-paroles et ils construisent ce récit. Et bien sûr, il y a une pression interne massive sur le gouvernement nationaliste hindou parce que leur électorat est hyper nationaliste. Ils n'ont pas pu reculer lors de l'affrontement avec les Chinois. Maintenant, c'est le Pakistan. C'est encore plus fort. Il y a désormais une plus grande asymétrie en faveur de l'Inde, contrairement à la Chine. Et cela fait partie d'un nationalisme idéologique plus large. Donc, on ne peut pas reculer. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Dernière question sur ce sujet. Voyez-vous les États-Unis ou toute autre puissance extérieure, à part le Pakistan et l'Inde, avoir une influence sur la situation, ou s'agit-il d'une affaire purement interne? Les États-Unis semblent avoir trop de choses à gérer en ce moment. Ils s'en prennent à l'Iran, larguent des bombes au Yémen, participent activement au nettoyage ethnique, non seulement à Gaza, mais aussi dans les zones de réfugiés en Cisjordanie. Ils essayent de négocier un accord avec les Russes, mais leur position sur l'Ukraine est totalement incertaine. Sur le plan intérieur, la situation est chaotique. Ils intensifient l'embargo commercial le plus sévère contre la Chine. Les vigilants du marché obligataire réagissent extrêmement négativement à ces actions. Il y a, je dirais, une guerre intérieure qui a été déclenchée contre la population aux États-Unis. Je pense donc que les États-Unis, même s'ils aimeraient faire quelque chose pour donner l'impression de favoriser les Indiens, car ils ont besoin de l'Inde pour contrebalancer la Chine, avec laquelle ils ont décidé de poursuivre une guerre prolongée de plusieurs manières. Je ne pense pas qu'ils soient capables de faire quoi que ce soit. Ainsi, le président Donald Trump a déclaré que les deux pays étaient suffisamment capables de résoudre cela eux-mêmes. Voilà où en sont les États-Unis. Bien sûr, il est également essentiel de se rappeler qu'il y a eu un changement historique. Les États-Unis étaient historiquement plus proches du Pakistan. En fait, la militance au Khyber Pakhtunkhwa, la province de la frontière du nord-ouest au Pakistan dont nous avons parlé, a été créée par les États-Unis et les Saoudiens qui ont formé les Moudjahidines, avec la participation active du Pakistan. Bien sûr, des décennies plus tard, cela est revenu les hanter. Et maintenant, ils combattent ces ramifications des militants dans ces zones frontalières qu'ils avaient formées dans les années 1970 pour lutter contre les infidèles, les soviétiques et leurs alliés en Afghanistan. Mais oui, c'est là où en sont les États-Unis.
Je ne pense pas que les États-Unis feraient activement quoi que ce soit, mais à huis clos, ils pourraient agir, étant donné ils ont une énorme influence à la fois sur le Pakistan et de plus en plus, il semble qu'ils aient davantage d'influence sur l'Inde. Ils pourraient faire quelque chose en coulisses. Je veux dire, il y a des rapports qui disent que, lors de la dernière confrontation en 2019-2020, les États-Unis ont joué un rôle. Je veux dire, il y a des articles de presse à ce sujet. Je n'y ai pas accès, donc je ne sais pas ce qui se passe en coulisses, mais c'est ce qui circule publiquement. Behind the door, but that's what is out there in the public.